Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ondes et particules. Les ondes sont omniprésentes dans notre quotidien. Elles proviennent de l'espace, de la technologie humaine ou simplement de l'activité naturelle de la planète. Ces ondes sont de différentes natures et pour les étudier, il est nécessaire de les identifier, de mesurer leur impact sur les vivants afin de s'en protéger ou de supprimer leurs sources. Donc les rayonnements. Alors d'abord une définition. Un rayonnement désigne la propagation d'énergie émise par une source. Ils peuvent être de deux types. Le rayonnement de particules, qui est un phénomène de transport d'énergie qui se fait sans transport de matière, dû au mouvement de particules comme des noyaux atomiques, les protons, les électrons, les neutrons. Et le rayonnement électromagnétique, qui est un phénomène de transport d'énergie sans qu'il y ait transport de matière. Donc regardons d'abord une petite vidéo. Le Soleil est un gigantesque réacteur thermonucléaire qui fonctionne à l'hydrogène. Une partie de l'énergie qu'il émet se propage dans l'espace, sous forme de lumière visible bien sûr, mais également d'ondes radio, d'infrarouge, d'ultraviolet, de rayons X et même de rayons gamma lors d'éruptions solaires violentes. En fait, le Soleil émet des radiations dans toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Radiations qui voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi les 200 milliards que compte notre galaxie, qui toutes émettent entre autres des rayonnements. Les clichés pris par les satellites nous montrent un ciel foisonnant de rayonnements électromagnétiques. Ils nous font même découvrir des sources extrêmement intenses de rayons X et de rayons gamma qui surviennent dans l'univers lors d'événements violents comme par exemple les explosions de supernovas. C'est donc une pluie de rayonnements qui atteint la Terre. Atteint, pas tout à fait, et heureusement, car une majorité des rayons est arrêtée, absorbée par les divers composants de l'atmosphère. Une partie des infrarouges par la vapeur d'eau, une partie des ultraviolets par la couche d'ozone, et les rayons X et les rayons gamma par l'oxygène. Il a fallu attendre les années 1960 et la conquête spatiale pour comprendre que l'atmosphère joue le rôle d'un écran efficace contre les rayons X et les rayons gamma. Un écran qui participe à notre radioprotection. Donc là, ici, on a de nouveau le spectre avec les différentes parties, les différents rayonnements qu'il faudra connaître. Donc on a le visible, rayon gamma, rayon X, ultraviolet. Et de l'autre côté du visible, du côté du rouge, on a l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Alors, d'où viennent ces rayonnements? Le visible devient des étoiles comme notre Soleil. Lorsque c'est beaucoup plus énergétique, on a des ultraviolets avec des sources des étoiles chaudes. Encore plus chaudes, c'est ce qu'on appelle des naines blanches. Et des trous noirs et des explosions de supernovas, donc pour les rayons gamma. Lorsqu'on part donc du point de vue moins énergétique, on a ce qu'on appelle des étoiles froides pour les infrarouges, des nuages de poussière, nuages de gaz pour les micro-ondes, et pour les ondes radio, on a des nuages de gaz froid, et on a ce qu'on appelle des restes du Big Bang, c'est ce qu'on appelle le fond cosmique, le fond diffus cosmologique. Donc pour détecter tous ces rayonnements, par exemple, l'œil, tout simplement, pour détecter le visible. Lorsqu'on est dans les ondes radio, on a des radiotélescopes au sol, puisque les ondes radio passent à travers l'atmosphère. Pour les infrarouges, comme ça ne traverse pas l'atmosphère, il faut aller dans l'espace avec des télescopes. Et pour les rayons gamma, on est soit dans l'atmosphère, dans l'espace, soit sur Terre, on peut détecter des rayons gamma. En ce qui concerne l'énergie dépend de la fréquence, vous l'avez vu l'an dernier. Donc plus la fréquence est élevée, plus l'énergie est élevée, et plus la longueur d'onde est grande, plus la fréquence est élevée. Est faible, pardon, excusez-moi. Voilà. Le Soleil n'émet pas que des rayonnements électromagnétiques, il perd aussi de sa matière. Cette image, prise par l'un des instruments de la sonde SOHO, montre les flots de particules éjectées de la couronne. C'est le vent solaire qui souffle parfois en tempête lors des éruptions. Cette image prise par un autre instrument de SOHO est intéressante parce qu'un cache artificiel masque le disque solaire trop éblouissant. On distingue ainsi nettement les immenses panaches qui vont se perdre dans l'espace sur des centaines de milliers de kilomètres. Lors des éruptions, des bouffées de particules viennent irradier la sonde spatiale.
Elles laissent de longues traces sur les détecteurs de la caméra. Imaginez un homme dans la cabine, il serait tué en quelques minutes. Le vent solaire n'est qu'une composante du flot de particules qui sillonnent l'espace de notre galaxie dans toutes les directions et qu'on appelle le rayonnement cosmique. La Terre, comme les autres planètes, est exposée à ce rayonnement. Mais elle dispose là aussi d'une parade. Elle agit en effet comme un gros aimant entouré d'un champ magnétique qu'on appelle la magnétosphère. Les lignes de force dévient les particules qui s'écoulent de part et d'autre de la Terre. Néanmoins, le bouclier magnétique présente quelques fuites. D'abord au pôle, où les particules pénètrent par des sortes d'entonnoirs et frappent la haute atmosphère. Sous leur bombardement, l'air, raréfié, s'illumine comme des tubes de néon, provoquant des aurores polaires, donc on les appelle aurores boréales au nord et australes au sud. C'est le phénomène de fluorescence, que vous avez vu l'an dernier, qui donne ces couleurs si féeriques. De plus, tout autour du globe, le bouclier magnétique n'est pas étanche à 100%. Il laisse passer quelques particules. Lorsque l'une d'elles arrive à une trentaine de kilomètres au-dessus de nos têtes, il ne reste plus que la couche d'air comme dernier rempart. Une couche d'air équivalente quand même à 10 mètres d'eau. La particule percute les premiers atomes d'oxygène et d'azote. Le produit de la collision heurte à leur tour d'autres atomes, engendrant par cascade une gerbe de particules secondaires, dont certaines parviennent jusqu'au sol. Chaque seconde, il arrive en moyenne en France 240 particules par mètre carré. Cette exposition venant du rayonnement cosmique contribue pour 10% à l'exposition d'origine naturelle à laquelle nous sommes tous soumis. On imagine bien que la formidable protection dont nous fait bénéficier l'atmosphère diminue très rapidement avec la hauteur. Ainsi, le randonneur reçoit une exposition du rayonnement cosmique multipliée par 2 à 1500 mètres, multipliée par 4 à 3000 mètres. Et le passager d'un avion de ligne, lui, reçoit une exposition multipliée par 100. Et un pilote de ligne, effectuant jusqu'à 700 heures de vol par an, reçoit une exposition supérieure à la limite autorisée pour le public. Donc, tous les personnels navigants bénéficient donc d'une surveillance de leur exposition. Alors, ces particules, on peut les détecter en utilisant ce qu'on appelle une chambre à brouillard. Donc, vous voyez ici, on a mis une particule et on voit les émissions qui sont mises en avant par les petits traits là qu'on voit ici dans de l'éthanol. Et pour détecter, on a aussi ce qu'on appelle un compteur Geiger qui permet de détecter les particules radioactives. On a aussi des observatoires, en l'occurrence à Mendoza, en Argentine, on a un observatoire dédié à l'étude des particules cosmiques. Alors que faut-il retenir? Essentiellement, un certain nombre de notions, en l'occurrence le spectre électromagnétique avec les différentes parties du spectre, hein. Il faut connaître un petit peu les longueurs d'onde et puis voilà. Et puis il faudra aussi savoir analyser des documents, et on verra ça en exercice. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aller regarder la deuxième vidéo sur les ondes mécaniques et de réaliser le formulaire.